Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de La tête dans les étoiles. On pourrait même dire les étoiles confinées en ce moment tout à fait particulier. On va donc essayer de faire ça depuis notre domicile et on va célébrer aujourd'hui un anniversaire très très important. Il y a 50 ans, ce samedi 11 avril, décollait la mythique mission Apollo 13 en direction de la Lune avec James Lovell comme commandant de bord, Fred Hayes et Jack Swigert. Une mission mythique parce qu'on la qualifiera plus tard d'échec réussi. C'est Neil Armstrong lui-même qui l'a qualifié de la sorte. Pourquoi? Parce que lors du premier jour de voyage, lors d'une manœuvre tout à fait banale, Jack Swigert, sans le faire exprès donc, en brassant les réservoirs d'oxygène, une manœuvre demandée par le centre de contrôle, a provoqué l'explosion à cause d'un court-circuit d'un réservoir d'oxygène. Brusquement, en quelques minutes, en quelques secondes, voilà l'équipage en danger de mort. Que va-t-il devoir faire? Un pan du module de service s'est carrément volatilisé, plus d'électricité, avec tout ce qui s'ensuit, plus d'oxygène, une seule solution, se réfugier dans le module lunaire et poursuivre son chemin, contourner la Lune et revenir le plus vite possible vers la Terre en espérant avoir suffisamment d'électricité et d'oxygène. Alors, heureusement, ils vont s'en sortir brillamment grâce au sang-froid des astronautes, grâce au sang-froid de la salle de contrôle qui va improviser une nouvelle mission pour tenter de ramener l'équipage sain et sauf. C'était mal parti. Déjà 3 jours avant le décollage, un des astronautes de l'équipage était censé avoir peut-être contracté la rougeole et donc il avait été écarté de l'équipage et remplacé par une doublure, par Jack Swigert qui n'avait plus mis les pieds dans un simulateur depuis des semaines. Et donc au pied levé, il va remplacer le malheureux Thomas Mattingly qui volera plus tard sur Apollo 16 comme pilote également du module de service. Alors, la Lune perdue, comme on l'a appelé, James Lovell, le commandant de bord, en a écrit un magnifique bouquin. J'ai beaucoup correspondu avec James Lovell et donc il m'a signé énormément de documents, dont la jaquette de son livre The Lost Moon, où il raconte en détail sa carrière d'astronaute, qui est bien entendu brillante, parce qu'il a également fait partie d'Apollo 8, le premier équipage qui a tourné autour de la Lune. Donc c'est une chose qu'on sait un peu moins, c'est que dans ceux qui sont allés sur la Lune, il y en a plusieurs ils sont allés 2 fois, notamment James Lovell qui était sur Apollo 8, tourné autour de la Lune, puis devait marcher sur la Lune lors d'Apollo 13. Et donc sa carrière brillante a été relatée dans ce livre qu'il a écrit, The Lost Moon. Et, vous le savez certainement, ce livre a influencé le scénario d'un film, Apollo 13, avec Tom Hanks dans le rôle principal. Alors il existe plusieurs versions de ce livre mis en film, traduit en français. Il y a eu des tas de versions et ça a bien sûr inspiré le fameux film Apollo 13 que tout le monde connaît. Donc imaginez les 3 astronautes d'Apollo 13 en perdition autour de la Lune en train d'improviser une mission pour rentrer d'urgence sur la Terre tout en économisant l'électricité, etc., l'oxygène. 3 astronautes confinés dans un petit module lunaire normalement conçu pour 2 personnes. Ils vont devoir tenir à 3 là-dedans. Et on se plaint d'être confinés dans notre maison, chez nous. Hein. Alors, voyez ce qu'ils ont enduré, eux. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est grâce au sang-froid de la salle de contrôle, et particulièrement du patron de la salle de contrôle, un certain Gene Kranz, célèbre pour ses fameux gilets dans le film Apollo 13. C'est une anecdote tout à fait véridique, l'histoire des gilets. Et Gene Kranz vit toujours, d'ailleurs comme James Lovell, comme Fred Hayes également. Et regardez, il m'a notamment un jour dédicacé ce magnifique t-shirt, qui est en fait avec la fameuse phrase Failure is not an option, l'échec n'est pas envisageable, qu'il aurait prononcé pendant la mission Apollo 13, mais en fait c'est une légende, ça c'est une anecdote qui n'existe pas, mais Gene Kranz l'a toujours laissé, a été toujours d'accord qu'on la laisse dans le film parce qu'effectivement il a considéré qu'il aurait pu dire cette fameuse phrase-là. Mais en fait, il ne l'a jamais prononcée, pourtant cette phrase est devenue mythique grâce au film. Alors, ils sont revenus bien sûr sains et saufs. J'ai un magnifique document ici, Le Soir illustré, un magazine belge,
qui est dédicacé, qui est signé par James Lovell. Et je l'ai également, mais dans une autre version, mais c'est la même photo, le Patriote illustré, qui est lui signé par Fred Hayes. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Fred Hayes à 2 reprises. Une fois, tout à fait de manière fortuite, je garais ma voiture dans le parking de mon hôtel tout près de Cap Kennedy après un lancement de navette. Et une voiture est venue se garer à côté de moi et le chauffeur qui en est descendu, c'était Fred Hayes. Alors, bien sûr, on a papoté quelques minutes sur le parking de l'hôtel. Et maintenant, Fred Hayes habite à Houston. Et lors d'un voyage à Houston, il a été d'accord de venir me retrouver avec un groupe d'étudiants que je pilotais là-bas pour une soirée absolument mémorable à notre hôtel. On a passé toute une soirée ensemble où il a répondu aux questions des élèves et j'ai eu la chance de manger à côté de lui. Et il n'a pas eu l'occasion, donc malheureusement pour lui, de marcher sur la Lune, mais il l'a survolé. Il a simplement survolé la face cachée avant d'être repropulsé vers la Terre. Et je lui ai demandé à quoi ressemblait la face cachée de la Lune. Et quelle était votre impression quand vous avez vu la Lune pour la première fois? Ça, c'était un moment inimaginable, assis à côté de lui, où il avait un verre de thé en main. Il m'a raconté la première chose que j'ai vue de la Lune, c'est qu'elle était toute noire, elle masquait les étoiles. Puis on a commencé à freiner, on a commencé à tourner autour, et on ne la voyait toujours pas. Et la première chose que j'ai vue en fait de la Lune, c'est le soleil qui est apparu pour éclairer le sommet des montagnes de Lune. Et je regardais ses yeux qui me racontaient qu'il avait vu ça. C'était un moment absolument magique. Malheureusement, ils n'ont pas eu beaucoup le temps d'admirer la face cachée de la Lune, même s'ils la survolaient à seulement 200 km d'altitude. Ils avaient vraiment autre chose à faire que d'observer la Lune, mais néanmoins, il a quand même eu le temps de la regarder un tout petit peu. Alors, les astronautes, effectivement, sont des gens qui ont beaucoup de sang-froid et qui doivent notamment ne pas souffrir de claustrophobie. Enfermés dans un minuscule vaisseau spatial pendant des jours, pendant des semaines, c'est un peu ce que nous vivons en fait chez nous sur Terre en ce moment. Nous sommes dans une maison, bien entendu, mais ils sont dans une minuscule boîte de conserve à plusieurs. Ils ont évidemment intérêt à bien s'entendre. Je pense à un vol Gemini, par exemple, où ils étaient 2 dans la capsule. Ils sont restés 16 jours à 2 dans quelques mètres, même pas de mètres carrés. Un astronaute racontait que quand il devait aller aux toilettes, il devait se contorsionner dans tous les sens et il avait son visage à 30 centimètres de son coéquipier. Il ne savait pas faire autrement. Donc imaginez-vous vivre comme ça pendant 16 jours. C'est pas évident. Mais il y a une grande différence quand même entre ce que les astronautes vivent dans l'espace confiné et nous. J'ai eu l'occasion de vivre confiné à 2 reprises. Lors de 2 missions de simulation sur Mars, dans une boîte de 6 mètres de diamètre posée dans le désert de l'Utah, où on simulait un séjour à la surface de Mars. Mais il y a quand même 2 grandes différences. La première, c'est que nous, on a choisi de faire ça. Ici, on nous l'impose. Donc ce n'est pas évident, il y a des contraintes supplémentaires. Nous, l'expérience, on a décidé de la vivre, on s'est posé candidat pour vivre une expérience pareille, même si ce n'est pas facile. Et la deuxième, c'est que nous, ici, on est confinés en famille avec des gens qu'on connaît. Mais dans l'espace ou lors de ma simulation, les gens avec qui j'étais, moi, je ne les connaissais pas. Donc, je pense que ça aide. Enfermez-vous avec votre meilleur ami sur un bateau pendant 3 semaines, je pense que vous allez vous disputer avec lui à la fin. Quand c'est des gens qu'on ne connaît pas, il y a une richesse qui s'installe, une collaboration qui s'installe, et je pense que le confinement est nettement plus facile. Alors comment faisait-on pour, pour vivre confiné? Penser qu'on allait s'ennuyer? Bah non, il faut organiser sa journée, avoir des timings. C'est sûr que si on dort jusqu'à midi tous les jours, en se disant on a le temps, on fera la grasse matinée, on va perdre sa journée, on va perdre son temps. Donc, il y a des tas de choses à organiser, il y a des tas de choses à faire. On avait un programme extrêmement chargé. Pour la petite anecdote, j'avais pris des livres avec moi pensant que j'allais passer mes soirées à pouvoir bouquiner. Les livres, ils sont revenus sans que je ne les ai ouverts. J'ai jamais eu le temps d'ouvrir un livre. Donc, si on s'organise bien, si on a du travail, eh bien, ça fait en fait qu'on ne s'ennuie pas.